Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touch, yeah. Jack Miller nudging him wide as well. And the strike. Oh, contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco. In an amazing race. Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de C'est qui en pôle. Aujourd'hui c'est le numéro 178 et on va vous parler du 19e Grand Prix de la saison, le Grand Prix de Malaisie qui s'est déroulé sur le circuit de Sepang. Pour cet épisode, un membre du podcast qu'on n'a pas vu depuis longtemps, Paul. Comment ça va, Paul ? Ça va, bonjour tout le monde, de retour pour la fin de saison. Et avec nous justement pour cette fin de saison, un invité un peu particulier puisqu'il s'agit du statisticien officiel de la Dorna et surtout nouvellement rédacteur en chef de Sportbike, Thomas Morsolino. Comment ça va, Thomas ? Salut Ophélie, salut Paul. Ça va très bien et vous ? Ça va, merci. On va passer tout de suite aux news. En Moto 2, Aldeguer s'est blessé lors de sa course en Thaïlande et il ratera le reste de la saison. Par ailleurs, il a écopé d'un long lap pour son prochain Grand Prix. Donc potentiellement, on peut se poser la question de est-ce que ce long lap sera répercuté sur sa première course en MotoGP ? Peut-être que tu sais, Thomas. Oh là, ça me pose une colle parce que je savais qu'il avait pris un long lap, mais je me suis pas posé la question de savoir s'il allait. Mais j'imagine que oui, parce que ça reste une sanction, donc il doit la purger à un moment donné. Donc je vois pas pourquoi il ne la purgerait pas. C'est dur quand même, l'arrivée en MotoGP avec un long lap pour la première course, ils font pas de cadeaux. Ah non, c'est sûr, c'est le jeu, hein, il a cherché, il paye. Et du côté du MotoGP, du côté de l'actu, c'est ce qu'on disait dans le précédent épisode, c'est que Iannone était de retour ce week-end, donc on en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Peut-être qu'il sera là sur la dernière course de la saison, il n'y a pas eu encore d'annonce officielle. Encore une fois, je me tourne vers toi, Thomas, est-ce que tu sais ? Pour la dernière course au niveau de Iannone, non, aucune nouvelle, mais par contre, avec ce qu'il a fait en Malaisie, on peut imaginer qu'il soit là, sachant qu'en plus le palmarès, il a roulé à Barcelone cette année en Superbike, je crois qu'il a fait podium sur la course Superpole, donc il n'y a pas de raison pour qu'on lui donne pas une deuxième chance de rouler sur la Ducati. Après, on ne sait pas trop ce que Ducati va vouloir décider, mais j'imagine que ça ne sert à rien de donner, je sais pas, une autre chance à un autre pilote comme Bulega par exemple, ou à Petrucci. Je pense que Iannone est sur le bon choix puisqu'il a fait une bonne course le week-end dernier, quoi. Ouais, on verra une fois que ça sera annoncé officiellement de toute façon. Et justement, pour la finale ne se tiendra pas à Valence suite aux inondations meurtrières qu'il y a eu dans la région. Et il a été annoncé que le dernier Grand Prix se tiendra donc à Barcelone du 15 au 17 novembre. Encore une fois, même si c'est annoncé officiellement, on peut quand même se poser la question du maintien du Grand Prix parce qu'on a vu qu'il y avait des inondations qui commençaient à avoir lieu aussi dans cette région. Donc ça, on en saura plus dans les semaines à venir. Et la dernière news, c'est plus du côté technique, c'est l'annonce du changement des freins Brembo pour 2025 qui seront globalement plus lourds mais pour des plaquettes plus grandes avec un effort à produire sur le levier moindre. Voilà, on va pas rentrer dans le détail technique de tout ça parce que ça dépasse mes compétences et que je vais raconter n'importe quoi sinon. On va passer tout de suite au Moto 3 avec la course pour qu'on puisse débriefer ça avec toi Thomas et avec toi Paul. Du côté des qualifications, se sont sortis de la Q1 Kelso, Almanza, Carraro, Rossi, et de la Q2 prend la pole Adrian Fernandez, vous avez bien entendu, Ortola et Alonso. Et du côté de la course, c'est Ortola qui va faire le all shot devant Almanza qui lui partait de très très loin à la 9e place, mais il va finalement vite prendre la tête de la course. Olgado qui lui partait de la 11e place va prendre un bon départ également, mais va rapidement chuter après avoir tenté une manœuvre osée au virage 13 sur Ortola. Et derrière, Fernandez lui se voit contraint d'abandonner suite à une panne technique. Il sera très vite rejoint par son coéquipier de team, Piqueras, au box, qui lui aussi aura eu des petits soucis en course. En tête de course, on voit Almanza s'échapper, suivi de Kelso, Ortola et Furusato. Kelso va prendre la tête suite à une erreur d'Ortola qui manque son freinage. Et Alonso, qui lui était aussi très loin puisqu'il était à la 12e place, va remonter très vite en 3e position et part en chasse des pilotes de tête parce que pourquoi pas après tout vu la saison qu'il fait. Et de son côté, Furusato va passer à l'attaque pour prendre la tête de la course. Alonso dans sa roue en embuscade, suivi à nouveau par Ortola et Weyrer.
Évidemment, le champion Moto3 n'allait pas en rester là et prend la tête de la course pour livrer un duel acharné jusqu'à la ligne d'arrivée avec Furusato, avant, comme je le disais, de passer la ligne d'arrivée en tête et de venir décrocher sa 6e victoire consécutive et sa 13e victoire de la saison. Le top 3 est complété par Furusato et Rueda, qu'on a vu sortir de nulle part pour cette fin de course. Ortella, lui, termine 4e, suivi de Wehrer, Kelso, Yamanaka, Nepa, Bertele et Luneta. Et c'est quand même à noter que Alonso est le premier pilote à remporter 6 victoires consécutives dans la catégorie des poids légers depuis Valentino Rossi en 97. Et ça, c'est une stat de Thomas Morsolino. Ouais, après, il y a ces genres de stats, et ce genre, le coup des 13 victoires, le coup des 6 victoires consécutives. Bon, ça, c'est plus fort, je trouve, que les 13 victoires, dans le sens où, en fait, on va dire qu'Alonso avait plus de chances de pouvoir faire 13 victoires que Rossi à l'époque. Il y avait plus de Grands Prix cette année qu'à l'époque. Donc il faudrait plutôt rapporter ça au pourcentage. Je pense que ce serait plus judicieux, parlant. Entre guillemets. Mais ça reste, ouais, après ça reste une performance remarquable d'Alonso, hein, ça c'est sûr, on va pas se mentir, ça reste le patron de la catégorie cette saison, quoi. Oui, parce que de toute façon, Rossi, c'était 11 courses sur 15, il me semble. Ouais, c'est ça. Je sais même pas s'il y en avait qu'un, je me rappelle plus, mais je peux te dire ça. Mais oui, c'est en fait en termes de pourcentage, Rossi est, on va dire, plus fort. Moins de chances de faire, moins d'opportunités de faire, d'aligner autant de victoires, d'enchaîner autant de victoires. Mais bon, voilà, Alonso aujourd'hui, là, on va dire que le Moto3 est très compétitif et avec tout un tas de KTM, de Honda et tout ça. Et c'est vrai que de toute façon, il n'y a pas à tergiverser. Ça reste le patron cette saison, quoi. Oui, c'est clair. À noter aussi en Moto3 que Piqueras a remporté le titre de rookie de l'année à Sepang. Et au classement, il est 8e avec 137 points. Paul, t'en as pensé quoi de cette course ? Bah écoute, du Moto3, donc forcément course super. J'avoue que quand je vois Alonso 12e, comme moi malheureusement j'ai pas pu suivre beaucoup de courses cette saison, j'avais pas vu le phénomène comme ça. Le voir remonter, c'était assez hallucinant. Après le fait qu'il gagne encore, comme vous dites tous les deux, c'est vrai que c'est dans une catégorie aussi relevée, c'est impressionnant de voir l'enchaînement de victoires et le nombre de courses à l'année. Et ils ont abordé à la télé cette histoire justement de pourcentage. Si je dis pas de bêtises, actuellement il est à 68% quand Rossi était quasiment à 75, je crois que c'est 73 ou quelque chose comme ça. Donc de toute façon il battra pas le pourcentage même en s'imposant sur la dernière course, mais c'est un phénomène. De toute façon il n'a pas eu d'adversaire cette saison, donc hâte de voir ce qu'il donnera maintenant l'année prochaine avec l'adaptation en Moto 2. Et toi, c'était quoi ton sentiment, Thomas, sur cette course Moto3, hormis le fait qu'Alonso était encore une fois au-dessus de tout le monde ? Après, ça reste une course Moto3 à Sepang avec le jeu des aspirations. Donc, si tu veux, ça reste. En fait, on sait jamais qui va gagner. Je suis déçu un peu pour Furusato parce qu'il fait une belle il fait une belle saison, mine de rien. Je crois que ça doit être sa 3e saison en Moto3 et je crois qu'il cherche toujours sa première victoire. Donc, je pense que lui, il faudra garder un œil sur ce pilote la saison prochaine parce que je pense que ça peut être un bon prétendant face justement aux hordes des KTM, parce que lui c'est un des seuls pilotes Honda du top 10, donc c'est quand même assez remarquable aussi. Donc voilà, après je m'attendais encore une fois à une démonstration d'Alonso et il m'a pas fait mentir. De toute façon on le voit bien, il fait toujours des courses d'observateur au début, n'hésitant pas à redescendre très loin au classement pour remonter progressivement jusqu'à la fin, assommer tout le monde. On pense à chaque fois qu'il est un peu à la traîne, mais en fait pas du tout. Dans les derniers tours il accélère et il n'y a que Furusato qui a essayé de le tenir, mais en fait voilà, encore une fois ça a profité à Alonso qui est sorti du dernier virage beaucoup mieux et qui du coup s'est mis à l'abri de l'aspiration, quoi. Ouais, c'est clair que c'était impressionnant. Et, je te rejoins sur le fait que Furusato a fait une belle course. En plus, ça aurait été sympa de le voir gagner. En fait, il y avait un côté, ça aurait été cool de voir gagner Furusato, et en même temps, pour le côté record, historique, etc., pour Alonso, on avait aussi envie qu'il aille chercher cette victoire. Ouais. Moi, il y a un pilote qui me fait un peu le sentiment eau tiède, entre guillemets, sur cette course, encore une fois, c'est Olgado. Olgado qui est tout de même bien placé au classement puisqu'il est 2e, il est à 236 points, mais il y avait Herrera derrière qui lui colle au basque avec la 3e position, mais j'ai l'impression que c'est un peu un pilote en dents de scie qui va régulièrement faire des erreurs, qui a fait un très bon début de saison et qui les enchaîne. C'est quoi ton sentiment là-dessus, Thomas, et ton analyse par rapport à ce pilote ? Alors après, pour avoir discuté un peu avec les mécanos qui travaillent avec Olgado, de chez Tech 3 donc, en fait Olgado,
alors c'est dur ce que je vais dire, mais en fait, David Alonso a mis directement, a placé la barre très haut dès le début de la saison. Et en fait, Holgado, on va dire que mentalement, a un petit peu été surpassé par Alonso. En tout cas, c'est le ressenti du côté de chez Tech 3. Et ça a été difficile pour Holgado, qui se voyait déjà comme étant le favori pour le titre cette saison, par rapport à la saison dernière qu'il a fait, de voir un Alonso qui, en fait, était encore beaucoup plus fort. Donc, ça a été difficile mentalement pour lui de se reprendre, enfin de voir qu'il a été dominé dès le début de la saison et de se reprendre et d'essayer de se battre pour le titre. Donc, effectivement, c'est en dents de scie peut-être, mais c'est surtout le fait que devant lui, il avait un Alonso qui était plus fort, donc ça a été difficile pour lui, quoi. Ouais, le mental a pris le dessus sur les compétences au final. Ouais, on peut dire ça comme ça. C'est vrai que quand tout se profile pas comme il faut, c'est vrai qu'Holgado c'est un peu plus en difficulté qu'un Alonso qui, par exemple en Autriche, je crois que c'était en Autriche où il a fait 2 longues laps Alonso et il arrive alors, je sais plus s'il gagne, mais en tout cas il finit proche du podium ou je sais plus, je l'ai plus en tête. Mais attends, je vais te dire ça de suite. Il gagne, il gagne la course. Donc du coup, voilà, c'est pour montrer que voilà, même avec 2 longues laps, il arrive à être devant. Donc je pense que ça fout un coup au moral à des pilotes comme Holgado qui se voyaient, comme je disais tout à l'heure, favori pour le titre cette saison, quoi. Ouais, et puis Holgado, il s'est retrouvé face à une concurrence qu'on n'attendait pas non plus, parce qu'il y a des pilotes qui sortent un peu de nulle part. Alors, un peu de nulle part, c'est avec des gros guillemets quand même, mais Fernandez a fait une bonne saison, Rueda a fait une bonne saison, Webber aussi. C'est des pilotes qu'on n'attendait pas forcément, pour certains, je pense particulièrement à Fernandez, qu'on n'attendait pas forcément. Et au final, comme tu disais, il s'attendait à être aux avant-postes toute la saison, et il s'est retrouvé avec une concurrence un peu sortie de nulle part et auquel il a dû faire face, en plus d'Alonso qui allait chercher le titre, quoi. Ouais, exactement. Exactement. Après, tu as un Ortola aussi qui s'est rajouté un peu à l'équation. Et puis, il y a aussi Weyer qui a, lui, pareil, été l'année dernière en fin de saison. Je crois qu'il gagne sa première course au Qatar, je crois, un truc comme ça, ou très tard dans la saison. Et là, cette année, pareil, on le voyait aussi comme étant un prétendant à la couronne. Donc, voilà, Holgado a été vraiment, on va dire, un peu malmené en début de saison. Et je pense que ça a un peu joué sur ses performances, alors que c'est un pilote qui est très rapide. D'ailleurs, Aspar l'a vu et l'a signé l'année prochaine et il roulera avec Alonso. Donc là, pareil, ça peut être à double tranchant pour Holgado qui roulera en plus l'année prochaine aux côtés d'Alonso. Donc si la progression n'est pas aussi bonne qu'Alonso en Moto 2, ça peut encore être un coup de massue pour lui, quoi. Ouais, ça peut être compliqué. Ça peut faire un petit effet Garcia ou Guevara, comme on a pu le voir cette saison, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je voulais profiter, Thomas, du fait qu'on t'a sous la main pour faire un petit point sur le phénomène Alonso, parce que toi qui es sur les circuits, tu as quand même plus de recul et de visibilité sur ce phénomène que nous. Comment on explique son ascension? Parce que je le rappelle quand même, il a gagné l'European Talent Cup en 2020, la Red Bull Rookies Cup en 2021. En 2022, il termine 7e, il me semble, du FIM Junior GP lors de sa première saison. En Moto 3, il termine 3e l'année dernière. Enfin, c'est quand même un pilote qui a quand même du talent. On peut pas négliger cette variable-là. Mais qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, au moins cette saison? Enfin, est-ce qu'il y a des particularités dans son pilotage, dans sa façon de travailler? Enfin, est-ce qu'il y a des choses que toi, tu as vues et que nous, on voit moins que ce qu'on voit en piste? Non, après, moi j'ai eu l'opportunité de l'interviewer juste avant son titre en Autriche, au Japon. Et en fait, c'est un pilote qui est. Alors, encore une fois, il ne faut pas que je critique pas les autres pilotes, mais c'est un pilote qui est très très intelligent, qui a un recul et une. Voilà, quand tu discutes avec lui, on dirait pas qu'il a 18 ans. Et en fait, il veut toujours apprendre, il veut toujours, par exemple, là, le week-end de son titre, il a été voir les champions du monde du paddock pour leur demander ce qu'ils mangeaient avant une course déterminante pour le titre, au petit déjeuner, savoir. Il apprend toujours. Il a été voir Bagnaia, il a été voir Marquez. C'est quelqu'un qui veut toujours apprendre. Il veut apprendre d'autres langues, il veut savoir comment améliorer son pilotage. Il est toujours dans l'envie de faire quelque chose de mieux. Et donc, en fait, il étudie les courses, il va regarder les courses, les vidéos, il va jouer aux jeux vidéo, il fait vraiment tout ce qui est possible pour apprendre et être le plus fort en piste. Et c'est ça, je pense, qui fait sa caractéristique cette saison, c'est il part pas sur des acquis, il pense pas qu'il va être le plus fort et qu'il va gagner le week-end. En fait, il est là toujours pour apprendre. Et je pense que ça joue en sa faveur. Voilà, après, quand tu expliques son parcours, tu discutes avec lui, effectivement, il a fait la Red Bull Rookies Cup, après il gagne... il a fait le TC, après il a fait la Red Bull Rookies Cup, et normalement dans la suite logique, il devait être en mondial l'année d'après, tu vois. Et en fait, lui, il a préféré garder cette saison 2022 pour continuer d'apprendre, justement,
Et quand tu discutes avec lui, il dit que cette saison 2022, ça a été la plus difficile pour lui en termes de mental, parce que les résultats n'étaient pas forcément les meilleurs. Je crois qu'il s'est blessé durant cette saison-là, donc il ne savait pas si l'année d'après, il allait pouvoir accéder au mondial, alors que pourtant son palmarès parlait pour lui, tu vois. Et en fait, non, Aspar a toujours fait confiance à ce pilote-là, parce que Nico Terol, dès le début, a vu en lui, donc Nico Terol, qui est le directeur sportif de chez Aspar, qui a vu en lui un phénomène, quoi, et qui du coup elle lui a fait confiance, et maintenant c'est un pur produit Aspar depuis le début, et l'année prochaine il finira en Moto 2. Voilà, c'est la suite logique pour un pilote aussi talentueux que lui, quoi. Bah, quand tu parles de phénomène, on s'en rend bien compte avec ses célébrations aussi cette saison. Il a quand même pas mal rendu hommage à Rossi. Il a toujours un respect pour tous les pilotes. Ouais. Tu vois, même Marquez l'a aidé. Il n'hésite pas à prendre des conseils auprès de Marquez. Marquez lui répond toujours. Et il a vraiment un profond respect pour tout le monde. Mais pas que pour les pilotes, parce que je te disais, même pour les journalistes. Tu vois, quand c'est juste une anecdote, mais quand je l'ai vu, il m'a dit: salut, moi c'est David Alonso, et toi? Tu vois, moi je sais qui t'es, toi tu sais pas qui je suis, tu vois. Donc il est hyper poli. Quand il a été titré dans la salle de conférence de presse, il a serré la main à tous les journalistes. Enfin, c'est ça qui fait aujourd'hui un pilote, on va dire, encore un peu plus, tu vois, un pilote talentueux encore un peu plus. C'est ce respect qu'il a pour tout le monde. Et c'est pas, pour l'instant en tout cas, il a pas l'air de prendre la grosse tête. Voilà. Moi franchement, j'espère juste qu'il, comme les derniers champions du monde Moto 2, en tout cas pour beaucoup, qui se sont perdus un petit peu en Moto 2, Moto 3 pardon, qui se sont perdus un petit peu en Moto 2, j'espère que l'année prochaine, cette catégorie-là le fera pas perdre, et qu'on perde un champion comme celui-ci. Ouais, bah, c'était ma question. C'était qu'est-ce qu'on peut attendre de sa future saison chez Aspar avec Olgado, parce qu'on sait que le passage en Moto 2, il est quand même très compliqué pour certains pilotes, et ça peut vite détruire certains pilotes. Ou à l'inverse, pas du tout, comme on a pu le voir avec Acosta, qui sans sa blessure aurait écrasé tout le monde. Ouais, bah c'est sûr. Bah, tu vois, mais après, voilà, tu prends cette saison, le champion du monde jusqu'à il n'y a pas très longtemps qui était Masia, et bah, voilà, ça a été compliqué pour lui cette saison. Tu prends d'autres champions du monde, tu prends Lorenzo Dalla Porta, tu prends Guevara, tu prends. Enfin voilà, donc ça a été. Attends, Guevara, il a bien été champion du monde, hein. J'ai un doute. Oui. Et, avec son sourcil coupé à la cérémonie. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais j'avais un doute là d'un coup. Mais bon, bref, toujours est-il que il n'y a pas de raison en tout cas. Comme je disais, il évolue dans le même milieu Aspar depuis le début de sa carrière. En tout cas, depuis qu'il a commencé en championnat, alors je ne sais plus c'était quelle catégorie, mais en championnat d'Espagne, avant même d'arriver en ETC, il était déjà repéré par Aspar. Donc il connaît tout le monde. Il est pas protégé, mais il y a vraiment cette complicité au sein du team qui fait que tout va bien à ce niveau-là. Donc après, sur la piste, il n'a plus qu'à envoyer du gaz, et voilà. Après, pour avoir discuté notamment avec son press officer, son attaché de presse, ils savent qu'avec le talent qu'il a, ils en ont encore pour 2 ans à le garder chez Aspar, parce qu'après, enfin 2 ans, maintenant 1 an, mais que l'année d'après, probablement, s'il continue comme ça, il sera déjà en MotoGP, et Aspar n'a plus de team en MotoGP, donc ils vont le perdre très prochainement, quoi. On va peut-être falloir songer à installer un team en MotoGP, sinon, s'ils veulent le garder. Bah, ils en avaient un, hein, mais ils l'ont perdu il y a quelques années, quoi. Ouais, bah après, c'est cool d'avoir ce genre de retour, parce que comme je te disais, c'est des pilotes que nous, on voit que en piste et à travers les interviews. Et c'est complètement anecdotique, mais on en discutait en off. C'est que moi, je trouve très drôle avec ce pilote, c'est qu'on le compare toujours à Baby Goat, futur Marquez, etc. Et dans ses célébrations, il remercie souvent Rossi. Donc moi, ça me fait beaucoup rire. Mais voilà, en tout cas, il a vraiment un respect. Et puis après, mine de rien, Aspar, donc son patron, Jorge Martinez, a roulé avec Rossi. Donc Rossi, ils connaissent Rossi. Enfin, voilà, voilà, il y a toujours ce profond respect de la part d'Alonso. Et je te dis, il n'oublie jamais d'où est-ce qu'il vient. Et enfin, comme je dis, ça peut paraître vieux con, mais pour beaucoup de gens du paddock, c'est un bon gamin, quoi. C'est vraiment rare de voir un pilote aussi éduqué, aussi poli, et très respectueux. Et quand tu fais une interview avec lui, il va faire une phrase du début à la fin, il va pas essayer de couper court, il va vraiment prendre le temps qu'il faut pour l'interview. Enfin, je te dis, je l'ai interviewé le vendredi soir avant son titre. Tu vois, il aurait pu très bien dire: non, moi je me concentre sur mon titre, je fais pas d'interview, tu vois. On a parlé de ton titre, on a parlé de la course au titre, enfin, tu vois, il a aucun problème, aucun sujet tabou, tu vois.
Ouais, c'est ce que tu disais, c'est la trempe des futurs grands pilotes, quoi. Je pense qu'on a fait le tour d'Alonso et du Moto3, puisque la course, même si les derniers tours, et comme d'habitude, ça bougeait beaucoup devant, c'était une course Moto3, et y a pas, c'était pas non plus la course la plus agitée de la saison. On va passer tout de suite au Moto2, et Paul, à toi l'honneur. Eh ben c'est parti pour le Moto 2, donc sortent de la Q1, Chantra, Salach, Baltus et Adjus. Et en Q2, la pole va être pour une petite surprise, Navarro, donc c'est un pensionnaire du World Supersport. Chez Ducati, il remplace Roberts chez American Racing, et à noter que c'est sa première pole depuis 2019. Donc il est en pole devant son coéquipier pour cette course, donc Ramirez, et devant Vietti, 3e. La course démarre et c'est un all shot donc pour le pilote italien, pour Vietti, devant Ogura et Ramirez, alors que derrière, Soura, le remplaçant d'Aldeguer, chute, tout comme Van der Goorberg, Ajus et Voigt. Honshu manque de faire pareil, il se fait une belle chaleur, mais il reste sur ses roues. Devant, même s'il manque aussi de chuter tout seul, Vietti continue de creuser son écart en tête. Derrière lui, on retrouve Ramirez, Ogura et Navarro. Le pilote remplaçant va alors passer le champion du monde 2024, puis son coéquipier d'une course pour se lancer à la poursuite de Vietti. À l'arrière, chute de Binder, tandis que devant, Ogura passe Ramirez pour la 3e, avant d'abandonner quelques instants plus tard sur problème mécanique. Il manque d'ailleurs d'être percuté par Dixon qui est en pleine remontée. C'est d'ailleurs à ce moment-là le pilote le plus rapide en piste. Le Britannique va alors s'emparer de la 3e place après avoir bataillé avec son coéquipier Guevara, puis Ramirez. Les écarts sont alors conséquents entre les hommes de tête ainsi qu'avec leurs poursuivants. On pense que le podium est joué, mais c'est sans compter sur l'erreur de Dixon qui coupe son effort à l'entame du dernier tour, pensant la course finie. Il offre ainsi le podium à son coéquipier Guevara, même s'il parvient à sauver la 4e place. Devant, Vietti lui s'impose devant Navarro après avoir mené toute la course. Donc 1 Vietti, 2 Navarro, 3 Guevara. Et au classement du championnat du monde, Ogura champion 261 points, Canet 2e avec 209 points et 3e Garcia 181. Et pour débriefer en premier cette course Moto 2, on va laisser la parole peut-être la seule membre du fan club de Vietti en France. Au monde, donc, je vas-y, pense, Ophélie, on t'écoute. on peut le dire. Sûrement la seule fan au monde de Vietti. Non, mais on rigole, mais franchement, il a été top 10 toute la saison, sauf une fois en Indonésie, il me semble. Donc, vous vous moquez, mais il a quand même pris 3 victoires cette saison. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais il les a prises. Non, mais c'était une belle course pour lui. Après, il disait que c'était très compliqué, surtout qu'il revenait de blessure. Donc c'était pas simple pour lui de revenir. Et il avait une concurrence quand même qu'on n'attendait pas, parce que Navarro qui revient et qui fait des choses alors qu'on s'attendait pas à le voir là. Enfin, comme la plupart des pilotes qui viennent remplacer des mecs blessés, c'est quand même assez rare de les voir performer. Après, Navarro, bon, c'est pas un peintre non plus, abusons pas. Mais du coup, non, moi j'étais contente de voir cette petite course avec Vietti en tête. Un peu déçue pour Ogura pour sa panne. C'est dommage pour lui de finir la saison outre-mer comme ça. Mais il a le titre, donc j'ai envie de dire c'est pas très grave. Et sinon, Dixon, l'idiot du village, c'est lui qui avait le titre. C'est lui qui avait le titre dimanche. On n'a pas trop compris parce qu'il a pas vraiment débriefé. En plus débriefé ça, il y avait du coup quand les commentateurs parlaient de la course, ils disaient qu'il avait peut-être appuyé sur un bouton sans faire exprès. J'ai un peu de mal à voir comment il pourrait appuyer sur un bouton sans faire exprès dans la ligne droite. Ça a l'air quand même d'être une Espargaro à penser que la course est finie. Mais du coup, c'était assez surprenant. Ça nous a valu au moins de pouvoir beaucoup rire des journalistes anglais qui étaient un peu deg. Ça fait pas de mal. Thomas, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette course Moto 2 ? Après, on va dire que c'est une course classique Moto 2 avec moins, on va dire un petit peu moins de baston, quoi. Pas du tout, même. Moto 3. On va pas se mentir, elle était ennuyante cette course, on peut le dire. Ouais. Après, c'est vrai que le Vietti est parti vite devant. Après, pour en revenir à Vietti, bon, je sais que tu le défends. Après, Vietti, le problème, c'est que. Non, mais je le défends, mais je suis objective sur le fait que sa saison, c'est n'importe quoi.
C'est surtout que normalement il doit faire partie des pilotes qui se battent pour le titre. Donc effectivement, ça a été compliqué peut-être pour lui cette saison face surtout à la montée en puissance des Bosco-Scuro là, donc du châssis Bosco-Scuro qui a vraiment dominé cette saison. Alors même si Kalex a ravi le titre cette saison en constructeur, c'est que ça reste Bosco-Scuro qui a ravi le titre pilote grâce à Ogura, mais voilà, t'avais Garcia, t'avais les deux pilotes speed-up, Aldeguer et Lopez, voilà, et l'année prochaine Vietti, où est-ce qu'il va? Il va chez Speed-Up. Donc il a enchaîné quand même quelques bons teams, faut dire ce qui est, Vietti. Et l'année prochaine, il finit chez Speed-Up. Maintenant, il n'aura pas, entre guillemets, d'excuses pour se battre pour le titre la saison prochaine. Il disposera de la moto championne du monde et il faudra alors quand je dis championne du monde, pilote, qu'il disposera de la moto championne du monde la saison prochaine. Et voilà, c'est dommage de le voir, entre guillemets, un peu à la lutte pour la victoire. Et voilà, alors qu'on devrait le voir devant plus souvent, quoi. Et d'ailleurs, pour revenir à la course, juste, je te coupe, mais pour revenir à la course, la performance vraiment à souligner, c'est celle de Navarro, mais aussi de Ramirez. Alors en fait, le team American Racing, pour discuter avec eux, parce que ça reste un team qui comprend beaucoup de Français dedans, c'était un pari de miser sur Navarro. L'avantage, c'est que effectivement, c'est un ancien pilote Moto 2 qui a roulé en Moto 2 il n'y a pas si longtemps que ça, qui connaît les Pirelli aussi, mine de rien. Donc ça aide aussi à une prise en main, on va dire, un peu plus rapide. Et voilà, il l'a montré ce week-end en finissant sur le podium. Donc c'est une belle performance de Navarro qui montre que le niveau du super sport encore aujourd'hui est très bon. Alors après, est-ce que c'est une bonne comparaison ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas Navarro, ça reste un pilote talentueux, on le sait. Déjà sa première pige là, juste avant en Thaïlande a été très bonne. Maintenant ça reste c'est que souvent quand on veut se montrer, c'est là où on fait de bonnes performances, mais quand on est sur une saison régulière, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, ça reste une bonne performance en tout cas de Navarro, quoi. Ouais, et puis même du team en général, c'est ce que je te disais à la course précédente, c'est que, perso, quand j'ai vu Ramirez sur le podium, je t'avoue, ça faisait tellement longtemps que je me suis demandé qui c'était, j'avais plus, je me souvenais plus physiquement de qui était cette personne, alors qu'il a pas fait une saison si, j'allais dire il a pas fait une saison si dégueu, mais il est quand même souvent 15, 19, 10, 18, donc c'est pas si fou. Je reviens juste sur le titre constructeur pour Kalex. C'est leur 12e titre consécutif, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est pas dégueu. Bah oui. Non, bah après, écoute, c'est Kalex, ils ont quasiment toute la grille Moto 2, donc il y a de plus en plus de châssis, on va dire châssis speed-up pour être dans l'ancien jargon, mais ça reste... c'est aujourd'hui le châssis Bosco-Scuro, beaucoup de pilotes, en tout cas, le châssis Bosco-Scuro semble correspondre beaucoup plus à l'arrivée des Pirelli. Donc ça a plutôt bien fonctionné. Alors, encore une fois, j'ai fait une interview d'Ogura ce week-end qui me disait que lui, son style de pilotage fonctionnait beaucoup mieux, en tout cas était plus naturel sur la Bosco-Scuro que sur ce qu'il était sur la Kalex. Donc ça a l'air de correspondre à beaucoup de pilotes et pour lui, vraiment la différence cette saison, en tout cas sur ses performances à lui pour Ogura, j'entends, c'était vraiment les pneus. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont adaptés très rapidement, d'autres un peu moins, et un peu moins vite, on va dire. Et je pense que Bosco-Scuro derrière a mis, en tout cas, je sais pas comment décrire, en ayant un petit peu moins de pilotes, en tout cas, peut se permettre d'adapter peut-être plus finement les requêtes des pilotes, tu vois. Et alors qu'aujourd'hui, Kalex, c'est une moto qui est censée correspondre à quasiment la majorité de la grille, donc c'est un peu plus compliqué, je veux dire. Ouais, du coup, est-ce que ça peut pas être un piège, entre guillemets, pour des pilotes comme Ogura, Chantra, qui vont passer l'année prochaine en MotoGP et qui auront peut-être du coup des châssis moins adaptés à eux aussi, ce serait plus compliqué. Je pense que le passage est déjà compliqué en MotoGP, mais quand en Moto 2, déjà, tes châssis sont plus adaptés pour toi, à ton style de pilotage, etc., c'est un peu, ça passe ou ça casse. Ouais, alors après, le MotoGP, c'est différent, c'est encore différent. Après, tu as l'électronique qui rentre en jeu, tu as beaucoup d'autres choses, les pneus qui sont complètement différents. Enfin, c'est vraiment, en fait, comme on en parlait tout à l'heure, le tremplin Moto 3, Moto 2 est quand même plus élevé, on va dire, que le Moto 2, MotoGP. Alors après, c'est... Encore une fois, je ne suis pas pilote, mais en tout cas, on le voit en termes de chiffres sur les dernières saisons. Tu as des pilotes qui, même s'ils arrivaient à gagner en Moto 2, mais qui n'étaient pas forcément les plus gros dominateurs, je pense notamment à Fabio Di Giannantonio ou à Marco Bezzecchi, même s'il s'est battu pour le titre en Moto 2, qui, quand ils arrivent en MotoGP, arrivent à faire de très belles choses d'emblée, tu vois. Je pense que le MotoGP, en tout cas, offre
un peu plus de, je sais pas comment dire, de facilité. C'est pas forcément le bon mot, mais pour s'adapter plus rapidement que quand tu arrives sur une moto que tout le monde a avec le même moteur, quoi, en Moto 2. Tu vois, là, c'est vraiment, tu peux faire la différence en termes de réglage en MotoGP, en termes d'électronique, alors qu'en Moto 2, c'est vraiment le pilotage qui fait la différence, ou les pneus, ou ta gestion des pneus, ou c'est un peu différent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc en fait, Raúl Fernandez, il est très bon, il arrive juste pas à régler sa moto, quoi. Et Raúl Fernandez, pour moi, ça reste un pilote très très bon. Pour moi, qui a un excellent potentiel. Je pense qu'il est arrivé très rapidement, peut-être un peu trop rapidement en MotoGP. Mais quand tu vois ce qu'il faisait en Moto 2, je veux dire, il a quand même donné du fil à retordre à Garner à l'époque. En MotoGP, il est arrivé sur une moto qui n'était pas forcément la plus simple aussi à ce moment-là, qui était la KTM. Bon voilà, après c'est sûr que là il dispose que depuis le milieu de la saison de la dernière évolution de l'Aprilia. Bon, voilà. L'année prochaine, je pense que ce sera, on va dire, sa dernière chance de se montrer. En tout cas, il a réussi à montrer. D'ailleurs, on retourne à Barcelone dans 15 jours, enfin la semaine prochaine. Là, quand il était en Barcelone cette année, il a quand même mené les 2 ou 3 premiers tours de la course au sprint. Donc, il arrive à faire de belles choses. Et je crois qu'il était sur la première ligne d'ailleurs, sur la grille. Donc, ouais, voilà. Et Paul, toi, tu as des choses à relever de cette course Moto 2, en plus de ce que Thomas vient de nous raconter? Non, simplement, en Moto 2, on parlait du Bosco-Scuro, peut-être que Navarro a bénéficié de ça aussi, du fait que, parce qu'il me semble que sur les 5 ou 6 premiers, mis à part Vietti, tout le monde est en Bosco-Scuro. Et à noter que l'année prochaine, il y a une autre équipe, alors j'ai mal pris mes notes, du coup, je ne peux plus dire le nom. C'est ça, voilà, qui va passer Bosco-Scuro également. Du coup, on en aura 8 sur la grille, donc ça va être sympa aussi pour le championnat des châssis. C'est bien, ça apporte de la diversité. Absolument. Et Thomas, pour finir avec le Moto 2, il y a quand même un point, tu vois, tout à l'heure on parlait d'Olgado qu'on attendait aux avant-postes. Cette année, il y avait quand même des grosses attentes, que ce soit sur Aldeguer comme Arbolino. Comment t'expliques leur saison qui sont pas si brillantes que ce qu'on attendait d'eux? Voilà, c'est vraiment de l'interprétation, encore une fois. Aldeguer, je pense que si tu veux, l'adaptation aux pneus, déjà dès le Qatar, on a vu Aldeguer, je crois qu'il finit très loin, je crois qu'il doit finir, je crois qu'il marque même pas de points. Au Qatar, il finit 16e. Ouais, Arbolino, je pense que c'est pareil, il doit pas finir beaucoup, je crois, derrière 20e. Lui ou pas très loin. Il était 20e. Voilà, donc tu vois, si tu veux déjà d'emblée, tu vois que ceux qui étaient habitués à ces pneumatiques-là, le fait qu'ils roulent tous les deux, enfin si. Il y en a un qui roule sur la Galaxy, l'autre qui roule sur la Bosco-Scuro, mais si tu veux, Aldeguer est arrivé déjà en début de saison sur une série de 4 victoires consécutives. On attendait de lui qu'il soit le patron de la catégorie cette saison. Il a signé très tôt en MotoGP, donc il s'est dit qu'il y avait peut-être qu'il y avait moins d'enjeux pour lui de se dire il faut absolument que je sois champion du monde. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui font que c'est difficile d'interpréter les résultats d'Aldeguer. Pour Arbolino notamment, là je suis un peu plus déçu on va dire, parce que lui effectivement on s'attendait clairement à ce qu'il soit vraiment devant avec l'expérience qu'il a. Là lui, je crois qu'il gagne même pas cette saison, et ça a été la saison difficile quoi. Et là je pourrais même pas te dire pourquoi, il faudra discuter avec lui pour savoir comment il explique cela. Peut-être qu'il n'avait pas vu certains adversaires arriver à ce niveau-là, notamment les deux pilotes du MTL Ogura et Garcia. Voilà, les deux Bosco-Scuro. Il y a eu aussi un autre pilote dont on parle peu, mais en tout cas qui est pour moi qui a un très bon qui est très talentueux, c'est Manuel Gonzalez aussi. Donc je pense qu'il y a d'autres adversaires qui se sont rajoutés à l'équation et qui du coup il s'est retrouvé un petit peu pris au piège, je dirais. Mais après il faudrait voir avec lui, c'est peut-être qu'il y a d'autres raisons. Ouais, après, quand tu parles d'autres pilotes, des pilotes MTL, MSI, Garcia, il y a quand même eu une grosse fracture mentale entre le moment où il pensait potentiellement passer en MotoGP et le moment où on lui a dit en fait non. Ça a complètement. Ouais, c'est comme Roberts, c'est pareil. C'est pareil, Roberts, il s'est blessé à Assen au mauvais moment de la saison. Je pense que ça a joué en sa défaveur sur justement des négociations potentielles. Garcia, c'est la même chose aussi. C'est vrai que c'est sûr, c'est difficile. Surtout que quand tu sais que la plupart des pilotes MotoGP qui ont signé pour 2 ans, ça veut dire que toi, même si tu es champion du monde la saison prochaine, il va falloir que tu galères, en tout cas que tu cravaches, pour essayer de choper un guidon en MotoGP dès l'année prochaine, tu vois. Dès le début de la saison prochaine, quand les négociations vont commencer, tu vois. Donc c'est vrai que mentalement, c'est compliqué. Quand je pense notamment à
à Joan Mir quand il est arrivé en Moto 2. Je crois qu'il a fait qu'une seule saison en Moto 2. Dès sa première saison en Moto 2, il a dit de toute façon, moi je sais que les contrats c'est que sur 2 ans, j'ai pas envie d'attendre 2 ans, je veux signer absolument dès ma première saison parce que sinon je sais que je vais devoir attendre trop longtemps, quoi. Donc là c'est un peu la même chose, j'imagine que Garcia ou Robert se sont dit putain je vais manquer le train en route et ça va être compliqué, quoi. Donc je pense qu'il y a eu ça aussi effectivement. Ouais, puis je pense que Robert aura moins d'opportunités que Garcia en plus de ça. On va passer au MotoGP parce que ça fait un moment qu'on parle déjà, il y a quand même pas mal de choses à dire dans la catégorie. Donc c'est moi qui m'y colle. Du côté des qualifs, ce sort de la Q1, Zarco, Binder, et en Q2, c'est Bagnaia qui vient prendre la pole devant Martin et Marquez. On n'est pas étonné parce que c'est un peu quand même redondant ces dernières courses. On va pas s'en plaindre. Et donc du côté de la sprint, c'est un samedi matin encore une fois bien trop matinal pour moi en France, mais c'est un début de sprint qui voit Martin faire la belle à Bagnaia pour prendre la tête de la course, suivi de Marquez qui, parti de la 5e place, vient se joindre du haut de tête. L'Italien va tenter de revenir sur Martin et perd l'avant au virage 9. Est-ce que c'est l'erreur de trop ? On aura la réponse à Barcelone la semaine prochaine. C'est évidemment l'erreur qu'on craignait pour lui sur ce début de week-end. Marquez, lui, va en profiter pour se rapprocher de Martin. Derrière, on assiste à une très bonne course de Fabio Quartararo qui vient attraper Alex Marquez qui campe à la 4e place. Et c'est sans surprise que Martin va passer la ligne d'arrivée en tête devant Marquez et Bastianini, suivi par Alex Marquez, Quartararo, Morbidelli, Binder, Miller et Acosta qui viendra prendre le dernier point. Et c'est Bezzecchi qui vient compléter le top 10. Du côté des Français, c'est un jour sans pour Zarco puisqu'il a été victime d'une casse moteur durant la course. Donc pas de point pour lui sur cette course. Il n'y a pas eu de panne chez Honda depuis des années. Évidemment, il faut que ça tombe sur Zarco. Et c'était dans l'ensemble une course assez calme, hormis la chute de Pecco. Donc on va passer tout de suite à la course du dimanche. Comme ça, on pourra débriefer l'ensemble directement. Et donc, on se retrouve une nouvelle fois dimanche matin. Est-ce que je vous dis encore une fois qu'il est très tôt ? Je pense que vous avez compris que l'outre-mer, c'est pas mon truc. Pour toi, Thomas, ça va, c'était la journée. Et la pression se faisait vraiment sentir à travers la télé. Donc j'imagine que sur place, c'était encore pire. Et c'est deuxième sur la grille, Martin qui va prendre le meilleur départ et tenter un dépassement avant le premier virage sur Bagnaia. Et c'est là tout ce qu'on attendait depuis le début de saison. Enfin, la bagarre entre les deux hommes qui se touchent au freinage. Et c'est Pecco qui va prendre l'avantage. Mais l'action va se passer derrière. Malheureusement, c'est le genre d'action dont on se passe puisque Miller chute dans le virage 2 et entraîne dans sa chute Quartararo et Binder. Drapeau rouge et retour au box pour tout le monde. Donc déjà que la pression était à son max pour Martin, c'était fait principalement pour lui rajouter une couche. On pense que Miller a pris un petit billet pour ça. Tout est à refaire pour les pilotes et Bagnaia s'offre le all shot devant Martin et Marquez. Les deux prétendants au titre ne se lâchent pas et les positions ne font que bouger pendant que Marquez, lui, peut pas faire grand chose. Il regarde les deux pilotes se battre devant. C'est pas habituel pour Marquez. Derrière, on va voir Bastianini prendre la 4e place sur Morbidelli qui chute au virage 9 et devant, c'est une autre chute qui n'est autre que celle de Marc Marquez. Acosta va en profiter pour mettre la pression sur Alex Marquez, qui lui est venu à nouveau prendre la 4e place. Et avec 1 seconde et demie d'avance, Bagnaia s'échappe et va lâcher Martin qui préfère jouer la sécurité. À quelques tours de la fin, les pneus aidant, Pecco relâche et Martin tente de revenir mais commet des petites erreurs et n'arrivera pas à venir prendre la tête de la course. On voit donc Bagnaia décrocher sa 10e victoire de la saison devant Martin et Bastianini qui lui fête son 50e podium en compétition. Viennent compléter le top 10 Alex Marquez, Quartararo, Viñales, Rins, Bezzecchi, Fernandez et Zarco qui se place à la 11e place après avoir joué les places tout du long avec Bezzecchi et Fernandez. Côté chute, vous ne serez pas étonnés si je vous dis que Mir est encore tombé et le titre se jouera donc sur la dernière manche pour 2 points. Martin doit prendre donc plus que 2 points sur Pecco. Au classement, on est à 485 points pour Martin contre 461 pour Bagnaia et Marquez et Bastianini jouent tous les deux la 3e place puisque Marquez a 369 points et Bastianini 368. Paul, qu'est-ce que tu as pensé de ces deux courses ? Écoute, week-end riche en émotions. Bon, déjà la sprint, j'ai pas cassé ma télé, mais c'était pas loin quand Pecco perd l'avant.
Bon, ça c'est tout, c'est comme ça, c'est le championnat, il faut pas faire d'erreur. Là, il en fait une. Bon, bah, il a réussi à sauver les meubles le lendemain. Ce qui fait surtout peur, c'est la grosse chute du deuxième virage. Là, effectivement, là, ça fait vraiment froid dans le dos. En plus, même si on nous dit que tous les pilotes sont conscients, il y a quand même un long moment de flottement avant qu'on ait des nouvelles de Miller, qui a vraiment pris quand même une sacrée boîte. Oui, c'était inquiétant en plus parce qu'ils ont quand même sorti les draps blancs pour cacher tout ça durant la course. Donc ça laissait supposer au pire. Heureusement, c'était pas le cas. Et toi, Thomas, avant de rentrer dans le détail, t'as pensé quoi de cette course ? Ah bah c'était une superbe course, hein. Je veux dire, là, je pense que ça doit être la meilleure de la saison en termes de baston, parce que derrière forcément il y a le titre, et puis surtout parce que ce sont les deux meilleurs pilotes de l'année. Enfin, je veux dire, là ils étaient seuls au monde. Même Marquez, qui était spectateur, se tenait un petit peu derrière. Je pense qu'il n'avait pas le rythme des deux premiers, et d'ailleurs je pense que ça s'est confirmé par sa chute juste derrière, mais voilà, c'est vraiment les deux meilleurs pilotes du moment, là, clairement. Alors, je parle des deux meilleurs pilotes sur les deux meilleurs, enfin sur la meilleure moto, j'entends, parce que si tu as d'autres pilotes qui sont, enfin de toute façon tous ceux qui sont MotoGP, je vais pas me faire d'ennemis, ce sont les meilleurs pilotes du monde, mais là aujourd'hui, ce sont les deux pilotes qui dominent littéralement la catégorie, et dès le début du week-end, en tout cas dès les qualifs, alors on va résumer aux qualifs, on a vu que la baston allait se faire entre les deux, et ça s'est confirmé. Voilà, donc. Très belle course. Et c'est ce que je disais, mais en tout cas, à travers la télé, parce qu'on n'avait pas la chance d'être sur place, mais la pression se faisait vraiment ressentir. Est-ce que sur place, l'ambiance, elle était un peu particulière ? Il y avait ce truc de tension où c'est vraiment le côté télévisuel qui a rendu ça encore plus exacerbé. Ouais, je pense que c'est le côté télévisuel. Après, nous, en salle de presse, on se disait tous, mais qu'est-ce qu'il fait, Martin ? Pourquoi il fait ça ? Pourquoi il a besoin de ça ? Et surtout que c'est le seul qui est parti avec des pneus différents. Il est parti en soft comme Marini, c'est les deux seuls. Ouais, c'est ça. Bah, après, on s'est dit, bon, ok, déjà, c'est Paris, on va dire Paris osé, parce que s'il veut se battre pour la victoire, ça peut ne pas tenir la distance de la course. Il faisait beaucoup plus chaud, hein, le dimanche, donc partir en soft, c'était un petit peu plus risqué que de partir en médium. Bon voilà, c'est ce qu'a fait Pecco. Après, bon voilà, je pense que ça se ressentait avant le départ de la course. On voyait clairement qu'il fallait, enfin en tout cas pour Pecco, qu'il fallait pas qu'il commette d'erreur. On savait que Pecco était capable de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire dominer la course. Et d'ailleurs, Martin l'a dit en conférence de presse, il est vraiment admiratif de Pecco, qui arrive à faire abstraction d'une erreur comme celle de samedi, de savoir que la course au titre, alors elle n'est pas terminée, mais qu'elle en prend un gros coup. Mais lui, il arrive à faire abstraction le lendemain et à gagner la course comme si de rien, et en tapant du poing sur la table, en faisant ce qu'il a fait. Après ce qu'il s'est pris la veille, c'est pas donné à tout le monde. Et Martin, lui, le dit clairement, il dit, je suis vraiment admiratif de ce que fait Pecco, parce que beaucoup n'arriveraient pas à faire ce qu'il fait, et surtout, Pecco arrive à être même plus fort grâce aux erreurs qu'il commet, quoi. Donc c'était vraiment... c'était une course surtout à la pression pour Pecco, pas pour Martin. Je pense que Martin n'avait pas ce ressenti-là. En tout cas, il arrivait avec un bon coussin, et il savait qu'il avait juste, entre guillemets, à rester derrière Pecco pour essayer je parle beaucoup, hein, je suis désolé, pour espérer une erreur de sa part, et donc essayer de gagner le titre. D'ailleurs, Martin, je crois savoir qu'il a fait demander à ses parents et à son frère de venir exceptionnellement ce week-end, parce qu'il sentait qu'il allait peut-être se passer quelque chose. Donc voilà, il était vraiment en confiance, le Martin, ce week-end. Et Paul, je te pose la question à toi parce que je sais que tu souhaites le voir titrer cette année. Est-ce que tu penses que Bagnaia, il est son propre pire ennemi ? Non, parce que tu vois, sur une erreur, il fait quand même pas beaucoup d'erreurs, hein, donc là il est quand même obligé de pousser, et tu vois, j'attendais plus Martin sur une erreur comme ça plutôt que Pecco. Là, même à la limite, je me dis que c'est peut-être même lui qui est peut-être dans la meilleure position, parce que de toute façon il a plus le choix maintenant, il faut qu'il gagne les deux. Au moins c'est réglé, il sait qu'il arrive à Barcelone, si tant est que Barcelone ait lieu, il faut qu'il arrive à Barcelone et qu'il gagne les deux courses points. Il y a plus d'histoire. Par contre, ce qu'il a bien expliqué en après
course, il me semble. Il expliquait qu'il avait par contre, qu'il comprenait pas pourquoi en sprint ils n'arrivaient pas à se mettre tout de suite dans le rythme et à avoir la moto prête dès le samedi. Et là malheureusement il y a déjà eu 22 Grands Prix, c'est pas au 23e qui va le comprendre. Donc là faut espérer que la base de réglage soit bonne pour Barcelone et puis qu'il soit tout de suite dedans. Sinon il y a de très fortes chances de toute façon que vu le rythme de Martin en sprint, il y a de très fortes chances que l'histoire soit pliée dès le samedi. Donc non, je pense même pas que ce soit son pire ennemi, parce que pour moi, il est plus à même de gérer la pression parce qu'il l'a déjà. Faut pas oublier quand il a remonté Fabio pour prendre son titre, il était loin, on le donnait perdu à la mi-saison et au final c'est lui qui gagne. Donc non, je pense qu'il a encore des armes et des atouts à faire valoir. Bah, puis Barcelone, en plus, c'est quand même une piste que les pilotes espagnols affectionnent particulièrement. En sprint, en début de saison, c'était Espargaro qui a gagné devant Marquez et Acosta, et Martin, lui, avait fini 4e. Bagnaia était tombé. Donc, je pense qu'aller gagner la sprint et la course de dimanche, vu le niveau, ça peut être compliqué. Et en tout cas, moi j'ai l'impression que le titre est quand même assez joué. Après, on n'est pas à l'abri d'une erreur. On se souvient du titre d'Aiden sur une erreur de Rossi, mais je pense qu'il y a quand même un gros chemin à faire. On va parler un peu des Français, Thomas, parce qu'on aimerait bien avoir ton avis sur la Yamaha. Avec l'amélioration de la Yamaha sur cette fin de saison, avec Quartararo qui fait une bonne course dimanche en étant reparti suite à sa chute avec un moteur qui était pourtant plus vieux et des pneus plus fatigués. Là, on a assisté au premier top 10 de Yamaha pour la première fois de la saison. Comment t'expliques Double top 10, pour être précis. Oui, il faut être pointu quand il y a un statisticien dans le coin. Comment t'expliques cette amélioration de la Yamaha, d'où ça sort? Est-ce qu'il y a autant de la côté méca que du côté mental des pilotes? Est-ce qu'il y a une recette magique que Yamaha a sortie d'un chapeau? Non, pas spécialement. En tout cas, là, le gros du travail qui a été entrepris, en tout cas ce week-end, c'était sur l'électronique. Fabio est arrivé le jeudi en nous disant clairement que lui, son boulot ce week-end, c'était d'essayer de faire un gros truc sur l'électronique. Voilà, je pense qu'ils ont vraiment fait alors je sais pas ce qu'ils ont fait précisément, ils ont dû rejouer, ou en tout cas réadapter des cartographies pour que, en fait, ce que voulait Fabio, c'était d'avoir une gestion plus fine à la main, à l'accélération, de pouvoir gérer un peu plus la glisse, les wheelies, et un contrôle un peu plus fin de la Yamaha. Alors, est-ce que ça se matérialise par coupe électronique très purement et simplement? Probablement pas, mais en tout cas, ils ont travaillé sur l'électronique, et je pense que Rins a eu le même ressenti lui aussi en travaillant sur l'électronique. C'est l'un des gros domaines sur lesquels Yamaha travaille, et ce week-end, en tout cas à Sepang, ça a porté ses fruits. Alors ça conclut bien une série outre-mer qui a été plutôt bien pour Yamaha. On sait qu'il y a du travail qui est fait par Yamaha. On va en parler, j'imagine, d'Honda juste après, mais les deux constructeurs japonais bossent, et on savait de toute façon dès le début de la saison que même malgré les concessions, malgré le fait qu'ils ont un peu plus de liberté sur le développement, ça allait prendre du temps, ça allait pas se faire du jour au lendemain. Donc rattraper le retard qu'ils ont aujourd'hui, ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais voilà, il y a du travail qui est fait. Ils se laissent pas abattre, et pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Il y avait un nouveau moteur qui devait rouler. Fabio a à peine fait un tour avec le vendredi, donc on sait qu'il y a un nouveau moteur qui est dans les tuyaux. On sait qu'il y a un V4 qui va arriver, alors peut-être pas l'année prochaine, mais en tout cas qui sera en test l'année prochaine. Donc ça bosse chez Yamaha. Voilà, c'est juste maintenant du temps qu'il leur faut pour arriver au niveau des Ducati qui aujourd'hui, en termes de chiffres, ont raflé 50 podiums, quoi. Et Paul, je te pose la question aussi, mais Thomas, tu nous donneras ton avis ensuite. Un duo Miller-Oliveira, est-ce que tu penses que ça va pousser Yamaha vers le haut, ou c'était pas forcément la bonne décision? Pour Miller, honnêtement, c'est bien pour lui parce qu'il récupère un guidon, donc ok, c'est une bonne chose. Maintenant, moi, tu sais que je suis fan d'Oliveira, donc moi, je vais être très content de le voir. Simplement, je pense que là, il paye aussi le fait de pas avoir d'équipe, de pas avoir de constance chez un constructeur, en fait. Là, il a quand même gagné avec la KTM à un moment où, ok, la KTM remontait, mais c'est quand même lui qui fait partie des premiers à gagner avec la KTM. Dans la foulée, il part chez Aprilia, ça se passe pas très bien, faut voir dans les conditions où ça se passe, etc. Là maintenant, il va chez
Chez Yamaha, dans un team qui est habitué à la tête avec des Ducati depuis très longtemps, il va falloir l'adaptation de l'équipe à la moto, lui aussi, avec une moto qui pour le moment n'est pas des plus performantes. À mon avis, il va passer une première saison très compliquée et si mentalement ça lâche, ça risque d'être dur pour même pour la deuxième saison. Donc, je pense que la façon dont la Yamaha va évoluer pour l'année prochaine va vraiment être décisive pour l'avenir d'Oliveira et de Miller dans la catégorie de toute façon, parce qu'il y a quand même des jeunes qui poussent et ça reste un team aussi pour promouvoir des jeunes. Donc, voilà, je pense pas les voir faire des gros coups d'éclat. J'espère juste qu'Oliveira arrivera peut-être à accrocher des top 5 de temps en temps. Mais bon, il y a du monde devant, hein. Il y a toujours 8 Ducati. Ça reste ultra concurrentiel, quoi. T'es d'accord avec ça, Thomas? Ah oui, donc c'est sûr que ils vont pas arriver et puis casser la baraque, ça c'est sûr. Ça fera quand même 2 motos de plus. Alors 2 motos officielles de plus avec, quand je dis officiel, c'est un peu comme Pramac aujourd'hui avec Ducati, c'est vraiment les motos de l'année en cours. Et ça donnera des infos supplémentaires, du développement supplémentaire, parce qu'aujourd'hui, en termes de développement derrière, en coulisses, on sait que Cal Crutchlow est blessé, donc j'imagine que derrière, le développement de la Yamaha n'est pas forcément le plus rapide, en tout cas est aussi rapide que par le passé. Donc en tout cas, ça ne peut que aider. Alors après, il faudra savoir qui sera le chef de file de tout ça, savoir si les choix que feront, par exemple, le team officiel, ou en tout cas que choisira, on peut imaginer que Fabio soit vraiment le meneur de tout ça. Est-ce que les choix qu'il fera seront les bons et correspondront aux autres pilotes, ou est-ce qu'il y aura des développements qui seront menés de front, comme ce que fait aujourd'hui Honda avec le team LCR et le team HRC à côté, où les motos n'ont rien à voir avec celles qui... enfin, elles n'ont rien à voir les unes d'entre elles. Donc voilà, maintenant il faudra voir la philosophie qui sera adoptée par Yamaha pour développer cette moto. Après, je reste convaincu. Alors, c'est bien d'arriver dans de prendre des rookies. Typiquement, s'ils avaient pris Garcia, c'est bien d'avoir aussi du sang neuf, de quelqu'un qui n'est pas pollué par des motos sur lesquelles il a évolué par le passé, pour voir si la moto, à brut pour point, elle est bonne, quoi. Voilà. Après, l'avantage d'avoir pris un Miller et d'avoir pris un Oliveira, c'est que Miller a roulé sur quasiment toutes les motos du plateau, et que pas un peu, on va dire pas pareil, mais Oliveira c'est un peu la même chose, il a roulé sur 2 motos différentes, donc c'est aussi apporter une autre expérience, voilà, de développement. Maintenant, est-ce que ça fonctionnera? Ça, on peut pas le savoir tant qu'ils n'ont pas mis leur fesses sur la M1, quoi. Ouais, ce sera la surprise. Déjà, il y aura les tests après la dernière manche. Donc, on pourra voir, même si on sait que les tests, c'est quand même, ça veut tout et rien dire. Tu parlais des motos japonaises qui se développaient de plus en plus et qui faisaient des gros efforts. Justement, on va parler de Honda. Zarco, c'est le meilleur pilote Honda cette saison. Il est 17e devant Nakagami. Il n'a pas brillé cette saison sur la Honda, mais ça s'améliore petit à petit. C'est quoi ton avis, ton retour sur sa course de ce week-end et surtout sur cette saison et sur son évolution sur la moto? Ça rejoint ce que je dis sur les Yamaha, c'est un peu la même chose, hein. C'est juste que c'est que en deuxième partie de saison qu'on voit arriver les évolutions, les progrès qui se concrétisent. Voilà, avec les choix en tout cas les ressentis qu'a donné Zarco sur la Honda, ça a permis aux ingénieurs de proposer de nouvelles solutions. Donc il y a eu une partie aéro qui a été travaillée. Parce que le gros problème qu'avait la Honda, c'était en termes de maniabilité. En fait, lui, il avait du mal à la faire tourner, à la faire pencher. Là, l'avantage d'avoir un nouvel aéro avec un carénage à effet de sol, c'est qu'une fois qu'elle est penchée, on va dire qu'elle agrippe plus, qu'elle est plus collée au sol, en tout cas collée sur l'angle. C'était ça qui manquait en particulier, beaucoup à la Honda. Lui, il arrive à retrouver un feeling au freinage qui lui permet de compenser ce qui lui manque à l'accélération. Donc là, il y a beaucoup de choses dont il manque à l'accélération, c'est-à-dire que quand il doit ressortir des virages, selon l'angle, il a du mal à passer la puissance, donc c'est une des difficultés de la Honda aujourd'hui. Mais on a vu sur certaines images ce week-end, notamment quand il se battait avec Bezzecchi, que à l'accélération, il arrivait à tenir la Ducati. Donc on voit qu'il y a des progrès qui sont faits par la Honda. Maintenant, encore une fois, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. La Honda est déjà développée pour un seul pilote ces dernières années, qui était Marc Marquez. Il y avait Marc Marquez qui arrivait un peu comme ce fait Fabio à faire la différence sur une moto qui est en difficulté. Là, maintenant, ils essaient de faire une moto qui fonctionne avec 4 pilotes différents, avec des styles de pilotage différents. Donc, c'est une autre philosophie de travail.
Maintenant, il faut attendre encore un petit peu. Voilà, bon, ils bénéficieront des concessions, c'est-à-dire qu'ils pourront continuer à développer les moteurs malgré le gel des développements qui a été acté là il y a quelques semaines. Donc voilà, on espère que Honda soit au niveau sur les prochaines saisons. Et en tout cas, ça ne peut qu'être le cas, entre guillemets. Parce qu'avec la force de frappe qu'a Honda, il n'y a pas de raison à ce qu'il ne le soit pas, quoi. Et pareil, donc il y a Honda, mais il y a un autre team qui a perdu, qui donne l'impression, en tout cas, d'avoir une perte de vélocité en fin de saison, c'est Aprilia. Ils sont toujours, on a toujours l'impression qu'ils sont en déca par rapport aux autres teams sur la fin de saison. Ça commence toujours bien. Et ça devient compliqué par la suite. Est-ce que ça s'explique justement par ces évolutions qui sont pas les mêmes chez eux? Est-ce que c'est les pilotes? Enfin, est-ce qu'on a assez de recul par rapport à ce team pour comprendre pourquoi ils sont moins bien que ce qu'ils ont pu être en début de saison? Bon, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs raisons. Déjà, Oliveira qui est blessé, donc ça fait quelques courses qu'il n'est pas là, remplacé par Lorenzo Savadori qui, même si c'est le pilote d'essai, n'est pas forcément le plus rapide. Après, il y a Aleix Espargaro qui, je pense, même si c'est un pilote très talentueux, est maintenant en roue libre depuis qu'il a annoncé sa retraite. Il va pas forcément non plus, il n'a pas forcément le même état d'esprit que s'il devait se battre pour un titre ou se battre pour un guidon pour l'année d'après. Enfin voilà, après il y a aussi le fait que le budget Piaggio du groupe Piaggio n'est pas forcément non plus le même que le budget Honda, Yamaha ou même Ducati, et encore et pareil pour KTM. Donc voilà, il y a plein de raisons, mais ça n'empêche que tous les week-ends, sauf erreur, en tout cas ces derniers week-ends, Viñales est devant. C'est juste qu'il fait des débuts de course comme ce qu'il nous a l'habitude de faire, et qu'il n'est pas là au début de course. Et une fois que tes premiers tours sont foirés, bah, tu sais que c'est compliqué en MotoGP, quoi. Ouais, bah, il a fait 9, 16, 9, 13. Ouais, voilà. Et puis alors que sur la grille, il est devant. Enfin, je veux pas dire de bêtises, mais si tu regardes, je pense qu'il est pas loin. En fait, il est toujours soit sur les 2-3 premières lignes, quoi. Donc c'est l'un des premiers représentants Aprilia à chaque fois. Donc ouais, c'est dommage pour Aprilia. Et je pense que là, aujourd'hui, le projet est tenu beaucoup par Viñales, qui l'année prochaine, en plus, s'en va. Donc il y a beaucoup de choses qui expliqueraient aussi le fait que voilà, il y a des choses qui font qu'ils sont peut-être un peu plus en roue libre en fin de saison que ce qu'ils avaient pu être en début d'année, quoi. Ouais, donc on peut pas dire que c'est inquiétant entre guillemets pour Martin et Bezzecchi qui vont arriver chez Aprilia, parce qu'il y aura un renouveau aussi dans le team avec le changement de pilote. Ouais, et puis il y a aussi le fait que il y a Albesiano aussi qui s'en va, hein. Albesiano qui va rejoindre le projet Honda. Après, il y a Sterlachini qui va rejoindre le projet Aprilia, donc il va y avoir aussi du renouveau en termes techniques. Donc non, je pense qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Ça reste, en tout cas, Martin, clairement, c'est l'un des pilotes les plus... Enfin, on l'a dit tout à l'heure, c'est le pilote le plus rapide. C'est le pilote le plus explosif. C'est-à-dire que sur un tour, il est quasiment imbattable. Donc je ne me fais pas d'inquiétude. Après, c'est sûr que ce ne sera pas une Ducati, ce sera une autre façon de travailler. Il n'y aura pas forcément les mêmes moyens que Ducati, le même accès aux données qu'a les Ducati aujourd'hui. C'est-à-dire que là, ils ont 8 motos, ils partagent les 8 données de chacune des motos, donc ils savent... C'est-à-dire que Bagnaia est capable de savoir ce que fait Marquez sur l'avant, ce qu'il fait Martin sur l'arrière, voilà. Là, ça va être peut-être un peu plus compliqué pour Martin, mais en tout cas, c'était son choix de devenir pilote officiel dans un team d'usine. Alors effectivement, il aurait bien aimé rester chez Ducati, mais c'était son choix d'aller chez Aprilia. Maintenant, il va devoir assumer aussi ce rôle de développeur sur une moto qu'il ne connaît pas, quoi. Ouais, d'un côté, ça fait un beau pied de nez à Ducati aussi s'il part avec le numéro 1 en ayant gagné cette année. Pour rester sur le côté un peu technique, désolé Paul, Thomas, je donne beaucoup la parole à Thomas, mais vu qu'on n'a pas souvent Je l'occasion parle beaucoup, je suis désolé, d'avoir- Paul. Aucun problème, moi j'apprends beaucoup. C'est une question de Pierre ou de Thibaut, j'ai un doute, mais de C'est qui un Paul, et je pense que c'était un peu pour m'embêter parce que tu vas comprendre de qui il parle. La question c'était, y a-t-il une si grosse différence que ça entre la GP23 et GP24, ou est-ce qu'on essaie juste de trouver des excuses à ceux qui y arrivent moins cette saison? Non, Tu te doutes de qui il parle? Ouais, je vois très bien, je vois qui c'est. Non, mais je pense qu'il y a vraiment une grosse différence. La GP23, elle est moins adaptée sur les nouveaux pneus que Michelin a proposé cette saison. Et surtout, maintenant, en fin de saison, en milieu de saison, il y a l'écart entre la GP24 c'est ce qu'on dit tous les ans, la GP24 et la GP23 se fait de plus en plus sentir. Il y a plus d'évolutions qui ont été apportées à la GP23, même si alors je sais plus quel
je crois que ça va être aux alentours de l'Indonésie, peut-être un petit peu avant. Il y a eu un volant d'inertie qui a été proposé, enfin qui a été installé apparemment sur les Ducati GP23 qui leur permettait d'être un peu plus maniable, qui a été retiré suite à la casse moteur de Marquez. Donc c'est pour ça que peut-être on voit un peu moins les GP23 un petit peu sur le devant de la scène sur cette partie-là de la saison. Parce que, mais voilà, moi ça me semble logique entre guillemets. Je veux dire, c'est normal que la GP23 soit un peu moins bonne que la GP24. C'est pour ça que Marquez aujourd'hui tombe beaucoup, ou en tout cas tombe, parce qu'il va au-delà de la limite de la GP23 avec les pneumatiques, avec les caractéristiques de cette moto-là, quoi. Voilà, donc en fait, c'est de la faute de Michelin et il sabote la Non. saison de Bezzecchi. Je le savais, non mais je le Pas savais, du tout. Thomas, tu fais juste que confirmer mes pensées. Non, mais pas du tout. C'est juste, voilà, ça fait partie du jeu, entre guillemets. C'est que les motos évoluent, entre guillemets, les consommables évoluent, comme les pneus, les freins, tout. Donc c'est normal que la moto de l'année en cours s'adapte plus facilement, entre guillemets, puisqu'elle est tout le temps en développement, quoi. Alors que GP23, c'est terminé son développement. Et en parlant du GP23 et du GP24, en tant que grand fan de Marc Marquez, fais pas semblant, on le sait tous, Thomas. Comment tu considères sa saison chez Gresini et comment tu vois sa saison chez les officiels Ducati l'année prochaine? Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur un pilote qui peut finir sur la 3e marche du podium dès sa première saison sur une Ducati, sur une moto de l'année d'avant, dans un team indépendant. Je veux dire, là, il y a pas. Je veux dire, ça reste une saison totalement remarquable de Marquez, avec combien 3 victoires. Rien à dire. Après, pour la saison prochaine, là, il disposera de la dernière moto. Donc, en fait, en gros, il fera un gap de 2 motos, parce qu'il n'aura pas roulé avec la moto, avec la GP24, il roulera directement avec la GP25, pardon. Donc, là, on l'attend un petit peu plus au tournant. On va se dire maintenant, il a la même moto que Bagnaia et il va devoir maintenant se battre avec lui pour la victoire à chaque course. Enfin, il n'y aura pas le choix. Comme ce que fait Martin aujourd'hui. Ce que fait Martin aujourd'hui, alors en plus, il est dans un team indépendant, mais il bénéficie de la même moto. Marquez devra faire la même chose la saison prochaine. Et il n'aura pas le choix. Maintenant, est-ce qu'il va exploser tout le monde ? En tout cas, son chef mécanicien, Frankie Carchedi, en est convaincu que l'année prochaine, ce sera une domination nette et propre de la part de Marc. On n'a jamais autant entendu parler de lui que depuis cette saison. De qui, Frankie Carchedi ? Ouais, sur Twitter, il se lâche. C'est un bonheur de le suivre. C'est vraiment très drôle pour le coup. Ouais, c'est un excellent mécano qui, contrairement à son nom, est british. Donc tu peux échanger facilement avec lui et quand tu discutes avec lui, clairement, il te dit que lui, il est convaincu que Marquez l'année prochaine va vraiment dominer, quoi. Donc après, bon, c'est sûr que là, il y a un peu un conflit d'intérêts. Il va pas dire le contraire sur son pilote, mais voilà, ça va être intéressant. Dans l'inconscient collectif, il y a une envie aussi que Marquez soit champion parce que ça serait un beau retour et pour les fans de Rossi, au moins, ça nous ferait espérer qu'il parte enfin à la retraite. Non, je pense que s'il est titré, ça n'ira. Enfin, il faudra continuer justement pour battre Rossi proprement, c'est-à-dire en termes de nombre de titres, évidemment. Passer à 10, quoi. Voilà. Et en parlant de retraite et de retour de pilote, etc., Paul, ce week-end, on avait le retour de Iannone qui a remplacé Digia. T'en as pensé quoi de son petit retour dans le paddock MotoGP, à part le fait qu'ils en ont fait des caisses et des caisses? Moi, j'attendais qu'il nous fasse une Iannone. Moi, je pensais que c'est lui qui allait percuter quelqu'un au premier virage. Bon, alors déjà, ça, c'est pas bien. C'était la petite blague. Non, impressionnant de voir en fait à quel point c'est des sportifs hors normes, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'il a été 3 ans hors circuit de compétition puisqu'il ne pouvait pas rouler. Donc même s'il s'entraîne, même s'il fait du superbike, même s'il a été chercher effectivement une victoire en superbike, ça reste quand même des motos de série avec d'autres pneus, etc. Et le voir revenir dans le paddock MotoGP, même s'il fait pas un gros score, c'est quand même impressionnant. Et puis il termine pas dernier, il termine sur ses roues. C'est impressionnant. Après, moi, c'est pas un pilote que j'appréciais particulièrement, mais je trouve que c'est un bon retour des choses. Effectivement, il y en a eu des caisses de fête. Maintenant, quand il est parti avec ses problèmes extrasportifs, il a pas forcément eu les adieux de la catégorie qu'il aurait mérité eu égard à ce qu'il a fait pendant des années. Donc c'est bien. En plus, oui, bon, on va sûrement le revoir en plus sur la prochaine course. Donc non, c'est ni chaud ni froid, mais par contre impressionné par la capacité du pilote.
Et pour toi, Thomas, est-ce que c'était le bon choix de mettre Iannone à cette place et pas Boulega comme on a pu le supposer pendant quelques semaines? Bah, si tu veux, que ce soit Bulega ou Iannone, c'est un pari risqué dans les deux cas. Bulega n'a jamais roulé en MotoGP, Iannone n'y roule plus depuis 2019. Et depuis 2019, le MotoGP a nettement changé avec tous les devices, avec l'électronique, les pneus, tout. Donc c'était aussi un pari risqué de la part de Iannone d'accepter, parce que ça peut être un peu un cadeau empoisonné, entre guillemets, de se ridiculiser, de faire quelque chose de pas bien, quoi. Mais en fait, non, il a réussi à montrer qu'il était quand même là, parce qu'il a fait de belles choses en Q1. À un moment donné, on s'est dit qu'il allait passer en Q2. Mais voilà, il a fait de belles choses. Ça reste un ancien pilote MotoGP. Pour Bulega, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Quand tu discutes avec Acosta, qui reste quand même un pilote, qui reste un des meilleurs pilotes de la catégorie, il dit encore aujourd'hui qu'il s'adapte, enfin, qu'il commence vraiment à comprendre, à exploiter au maximum une MotoGP. Donc c'est difficile pour un pilote catapulté comme aurait pu être Bulega, d'arriver le vendredi, de rouler juste avant une séance d'essai libre et directement d'enchaîner sur une practice où il faut que tu fasses un podium, une pendule pour essayer de te qualifier en Q1, Q2. Bon, c'est quand même, t'as vite fait de t'emmêler les pinceaux et de finir soit au tas ou de te blesser, de te faire mal, soit de te ridiculiser. Enfin, c'est compliqué. Et je pense que Bulega, même si on lui donne cette chance-là la semaine prochaine, on n'est pas à l'abri de ça. C'est aussi à double tranchant, entre guillemets. Ouais, parce que mentalement, quand tu t'es quand même vice-champion du monde Superbike Bien sûr. dans l'année, faut être capable d'encaisser aussi ça, quoi. Exactement. Après, entre guillemets, le choix qui aurait été le plus safe de la part de Ducati, ça aurait été Petrucci. Parce que Petrucci, lui, il a roulé en MotoGP il y a encore quelques années. Il y était encore l'année dernière. Je crois qu'il avait fait une pige. Au Mans, il était au Mans, ouais. C'est ça. Donc il connaît aujourd'hui, il sait ce que c'est il sait les motos actuelles, quoi. Donc ça aurait pu avoir du sens de prendre Petrucci. Voilà. Après, pour le côté communication italien, machin, tout ça, c'est sympa d'avoir pris Iannone. C'est vrai que c'est un pilote avec son tempérament, avec son style, avec son voilà, qu'on aime ou on n'aime pas, ça reste un pilote qui a marqué le MotoGP, même s'il n'a eu qu'une seule victoire en Grand Prix. Il faut rappeler quand même que Iannone, c'est le premier pilote à avoir gagné sur Ducati depuis Stoner, quoi. Avant même Dovizioso. Donc, si tu veux, ça reste aussi, dans l'histoire de Ducati, un pilote qui a sa place, quoi. Ouais. Bah oui, c'est clair qu'il y avait... Enfin, moi, j'étais contente de le revoir. Après, je m'attendais pas à qu'il soit au top, comme on a pu le dire dans les précédents épisodes, mais c'était cool de le revoir et on verra qui ils mettront du coup à Barcelone. Dans les tops un peu de cette course, on a Acosta qui finit 5e dimanche, on a Bastianini qui finit 3e, et on a même Alex Marquez qui finit 4e, donc quasiment que des Ducati, encore une fois, à l'exception d'Acosta qui roule sur une KTM. Ça, c'était... même si les courses étaient assez calmes, c'était des bonnes courses pour ces pilotes. Paul, est-ce qu'il y a des choses que tu voulais relever sur la course en dehors de tout ce qu'on vient de raconter ? Là, honnêtement, particulièrement non. J'ai trouvé, par contre, moi, j'adore ce circuit. Ce que j'ai trouvé aussi impressionnant, c'était quand même on voyait au fur et à mesure des tours, chaque pilote en fait, faire un petit peu plus d'erreurs, etc., dû aux conditions. Et c'est quand même impressionnant de les voir, même à la fin. Le petit moment de la course, moi je vais retenir aussi, c'est quand on les voit dans la salle d'après-course, après la course longue, où ils débriefent les 3 premiers tours. Et où ils regardent chacun les dépassements et où en fait ils sont ultra calmes alors que nous devant la télé on était comme des fous. Donc ça restera un super moment. Au bout de leur vie, ça a l'air d'être un circuit en termes de météo compliqué, comme dirait quelqu'un que je ne citerai pas, quand on les voit on se dit sale temps pour les gros, parce qu'ils étaient vraiment pas dans un bel état. Avant de clôturer cet épisode, moi j'ai 2 questions pour vous deux, qui sont un peu questions de subjectivité, mais la première, Paul, tu vas nous donner ton avis et après Thomas nous donnera son avis d'expert. Est-ce que, parce que Martin est en passe d'être titré à Barcelone potentiellement la semaine prochaine, il serait le premier à gagner avec un team qu'on peut qualifier de satellite depuis Valentino Rossi qui roulait sur une Nastro Azzurro à l'époque, dans l'équipe. Est-ce qu'on peut considérer maintenant, en 2024, que c'est réellement gagner un titre avec un team satellite au vu du niveau des motos, de l'apport de Ducati, de l'apport des ingénieurs, parce qu'à l'époque Rossi s'est quand même retrouvé
retrouvé avec la moto clé en main, et ses ingénieurs, ils ont dû se dépatouiller avec toute la saison, alors que cette année, il y a quand même un apport qui est beaucoup plus important du team. Paul, est-ce que tu considères qu'on peut vraiment qualifier du coup ce titre de team satellite ou pas vraiment? Alors oui, totalement, pour une raison, c'est que on se souvient de Yamaha qui ne fournissait pas à l'époque, si je te dis pas de bêtises, ça devait être à Tech 3 et ensuite à l'équipe de Razan Razali, dont j'ai oublié le nom du sponsor, peu importe, celle de Fabio, Petronas. qui ne fournit voilà, il ne fournissait pas, à la fin, il ne fournissait plus les évolutions où il les fournissait après. On se souvient que Fabio et Franco Morbidelli n'avaient pas le même nombre de tours. Là, c'est vraiment Ducati qui joue le jeu à fond, de fournir le même matériel, l'accès aux données, etc. Mais le jour où Ducati décide que finalement on va avantager le team d'usine, ils pourront très bien le faire et on aura potentiellement plus les mêmes résultats chez Pramac. Donc c'est plutôt à l'honneur de Ducati, eux ils veulent leur moto devant, peu importe quel est le team. Donc pour moi oui, c'est toujours quand même un team indépendant, dans le sens où même s'ils sont très bien soutenus par Ducati, c'est juste le fait que Ducati joue le jeu. Donc non, pour moi oui, c'est toujours une équipe indépendante plus que jamais. Moi, tu vois, moi, je suis moins d'accord avec ça, parce que je trouve que c'est quand même un team indépendant plus, quoi. Ça reste quand même avec beaucoup d'avantages. Thomas, c'est quoi ton avis, toi, là-dessus? En fait, non, je pense que pour moi, c'est pareil. Je pense que à l'époque, Rossi bénéficiait d'une Honda officielle, hein. On pouvait dire ce qu'on voulait. À l'époque, c'était vraiment une Honda officielle. Après, en termes de staff derrière, je pense que ça rejoint un peu ce qu'a Pramac aujourd'hui. Peut-être qu'il y avait moins d'ingénieurs Honda derrière. Mais ouais, pour moi, ça reste. Après, c'est compliqué, c'est vraiment une question de point de vue, on ne saura jamais. Mais en tout cas, sur le papier, ça reste une belle performance. Je veux dire que, comme je disais jusqu'il y a 2 secondes, là, c'est le fait que c'est pas le même staff, c'est pas le même soutien, on va dire, qu'il y a peut-être moins de personnel derrière pour aider en termes d'électronique, en termes de mise au point, tout ça, tout ça. Mais ils bénéficient des mêmes pièces. On voit pas, on voit pas Tardozzi Non, mais à aller l'inverse, réconforter tu vois Martin dans le Daligna. box comme il le fait avec Daligna, il Marquez. vient absolument Ouais. voir tous les pilotes. Vers 46, Garazzini, Pramac, il va voir tous les pilotes. C'est vraiment la force aujourd'hui de Ducati, pardon, c'est d'avoir une moto qui fonctionne pour 8 pilotes différents, quoi. Et quel qu'il soit. Enfin, je veux dire, Marquez, on sait que son style, c'est plus sur l'avant que sur l'arrière. Bagnaia, c'est un style un peu plus complet. Que Martin, c'est un pilote explosif. Enfin voilà, on peut très bien imaginer que les autres pilotes ont des styles totalement différents aussi. Et c'est ça qui fait la force de Ducati. C'est que l'année dernière, ils ont gagné avec combien? Avec quasiment tous les pilotes, si ce n'est un seul peut-être. Je crois qu'il n'y a que Marini qui n'a pas gagné l'an dernier. Donc c'est pour dire que Ouais. c'est une moto la plus complète. Donc même si ça reste un team indépendant, même si derrière le staff c'est pas le même que le team officiel, ça reste une moto officielle. Enfin voilà, sur le papier, mais ça n'empêche pas que voilà, ça reste un team indépendant, quoi. C'est pas le même soutien. Et ma dernière question, qui est complètement subjective aussi, mais parce que j'avais ce débat avec nul autre que Kevin encore hier en préparant l'enregistrement. Paul, donne-moi ton avis en premier. Est-ce que tu considères que cette saison est la meilleure saison all-time? Meilleure saison all-time. C'est complètement subjectif hein, comme question, mais parce on se posait la question, donc je voulais avoir votre avis. J'ai envie de dire non, mais ce qui est bien, c'est on a plus de bagarres et on voit la bagarre entre les deux premiers du championnat. Là, sur cette dernière course-là, c'était flagrant. Mais all time, je sais pas, parce qu'il y a eu tellement de grands moments. Je veux dire, les batailles Rossi Marquez, Rossi Lorenzo. De toute façon, sur ces dernières années, il y avait que eux. Donc, c'est une très bonne saison par rapport très certainement à l'ancienne. Je préfère c'est sur celle-ci, même si le résultat me conviendra peut-être pas. Mais en tout cas, elle est pour moi mieux que que la dernière saison, mais elle sera peut-être moins bien que la prochaine. Et Thomas, toi, c'est quoi ton avis là-dessus et ton sentiment global même sur la saison? Ça reste une saison voilà, avec plein d'histoires différentes, à plein de niveaux. On a cette histoire en début de saison de savoir qui va remplacer Bastianini chez Ducati. Donc derrière, ça a exacerbé un petit peu les ressentiments entre les pilotes. Donc c'était une rivalité en piste qui s'est matérialisée notamment en Italie. Tu vois, tu avais une baston entre Martin et Bastianini. Parce que derrière, il y avait un guidon à jouer. Donc il y a plein d'histoires un peu différentes. Je pense que ça pourrait faire plaisir
aux journalistes de Drive to Survive d'avoir tout un tas d'histoires à raconter. Mais dire que c'est la meilleure saison de toute l'histoire, non, pas du tout, clairement. Il y a une belle rivalité qui s'est créée depuis ces dernières années entre Bagnaia et Martin. Certains diront que c'est une rivalité trop respectueuse, contrairement à ce qu'on aurait pu voir à l'époque avec Rossi-Lorenzo, Marquez-Rossi. Mais ça reste, c'est une saison différente et alors après, ça reste une belle saison. Je pense pas que ce soit la meilleure de l'histoire. Ouais, moi, c'était un peu mon ressenti aussi, c'est qu'il ne faut pas cracher dans la soupe. Hein. La saison est exceptionnelle, c'est une très belle saison. Il y a plein de choses à apprendre et plein de choses dont on se souviendra. Après, c'est ce qu'on disait il y a quelques épisodes, c'est que c'est tellement long et tellement dense que c'est plus difficile de se souvenir des choses durant la saison que ce qu'on pouvait se souvenir en 2013 par exemple. Pour moi ça égalera jamais, et je pense qu'aucune saison, parce qu'il y a une part d'affect aussi, n'égalera la saison 2015 parce que c'était une des saisons les plus intenses pour tout le monde. Mais ouais, je vous rejoins là-dessus. Après, en termes de baston, est-ce que tu trouves est-ce qu'il y avait autant de baston? Est-ce qu'il y avait beaucoup de bastons en 2015? On se souvient d'Aragon entre Rossi et Pedrosa, mais je crois que c'était même pas pour la victoire. Je crois qu'il y avait Rossi-Lorenzo à Misano. Et puis après. Je pense que c'était kiff-kiff. Je pense que sur la bataille, ça se joue. C'est plus sur l'aspect intense et émotionnel qu'on pouvait avoir. C'est les histoires à raconter derrière, parce qu'il y a le titre en jeu, il y a tout ça, quoi. Mais je pense que là, c'est la même chose. Peut-être que c'est juste qu'on n'a pas la rivalité féroce. C'est ça, je pense que c'était moins fraternel. Tu vois, on n'a plus de Biaggi et Rossi qui se tapent dessus pour aller au podium. On n'a plus Marquez et Rossi qui se lâchent des punchs comme on a pu avoir. Stoner qui se pointe dans le box de Rossi pour lui dire ton ego a dépassé ton talent. Ce genre de truc qu'on n'a plus et qui pourrait nous manquer aussi. Je pense qu'on a fait le tour, les garçons. De tout ça. Merci beaucoup Thomas d'avoir pris le temps de venir nous donner ton avis et ton expertise. Donc c'est tout pour nous aujourd'hui. On se retrouve pour le prochain Grand Prix de la saison qui sera le dernier. Enfin, après c'est les vacances. D'ici là, pour ceux qui en pôle, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Discord, Facebook, YouTube et toutes les bonnes plateformes où vous pouvez nous trouver. Et Thomas, toi on te retrouve sur Instagram sous le nom de Off-Bike où on peut retrouver des photos de motos exceptionnelles et puis vivre un peu les Grands Prix à travers tes réseaux et évidemment tous tes débriefs sur les nombreux débriefs qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes et tes articles sur Sportbike. Merci beaucoup les garçons, très bonne journée. Salut. À vous. Au revoir tout le monde, à bientôt.